في هذا الاثناء يلتحق بنا السيد دوني كودير. اذا غادي نعتذر من الناس اللي ما كيتكلموش اللغه الفرنسيه، وغادي نمشيو نستضيفوا الضيف ديالنا الكبير السيد دوني كودير. دونك بونجور. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام مسيو دوني كودير. Ramadan Mubarak Karim. Merci Denis Coderre, merci beaucoup. Et nous sommes beaucoup plus que ravis, beaucoup plus que contents que de vous avoir aujourd'hui avec nous. Ben, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je regardais dans mes souvenirs et j'ai vu un de mes bons amis, Abdelkader Le Cheeb, qui était un grand diplomate, votre fameux joueur de foot. Là. Et depuis ce temps-là, la première fois que je l'ai rencontré en 1999, par la suite, il dit « Denis, c'est plus Coderre, c'est Kader. » Donc maintenant, je m'appelle Denis Kader. Alors, au Maroc, c'est Kader. Aujourd'hui, on parle avec M. Kader. Et voilà. Merci beaucoup, M. Kader. Donc, pour commencer, vous savez, j'ai essayé de fouiller dans votre biographie et de faire un petit résumé pour vous présenter, mais je pense que c'est très difficile de résumer 35 ans de travail dans le domaine de la politique. Donc, je vais vous laisser le soin. Comment est-ce que vous pouvez résumer 35 ans de carrière politique de M. Denis Coderre? Moi, je disais toujours un peu à la blague que j'avais été élu président de ma propre classe à la maternelle, donc à 5 ans. Donc, ça fait longtemps que je suis en politique, le sens du devoir de trouver une façon de servir. J'ai gagné des concours d'oratoire et puis à 15 ans, malgré ma jeunesse, je prévois devenir politicien. Et puis je suis devenu président des Jeunes libéraux du Canada pour le Québec. Et puis, je me suis présenté pour la première fois en 1988 comme candidat du Parti libéral du Canada dans Joliette. Donc, ça fait longtemps, là, j'étais de président de classe et puis j'ai fait beaucoup d'activisme dans le Parti libéral du Canada également. Et puis, après 3 tentatives infructueuses, finalement, en 1997, Inch'Allah, j'ai été élu. Et puis, je suis devenu quelques mois plus tard secrétaire d'État au sport amateur. Donc, je suis devenu ministre des Sports pour le Canada. J'ai eu le bonheur d'avoir un mentor, et celui que j'appelle mon père politique, Jean Chrétien, avec qui je parle encore, on a parlé la semaine dernière, qui m'a donné cette chance d'être ministre. Et puis, après la tragédie et la barbarie du 11 septembre, j'ai eu le privilège de devenir ministre de l'Immigration et de la Citoyenneté au Canada. Et ça, c'est un moment qui est important parce que ça nous permettait non seulement de mettre de l'avant mon agenda du vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir un équilibre entre l'ouverture et la vigilance, mais ça m'a permis non seulement sur le plan canadien de faire la promotion de ces valeurs d'ouverture, mais de travailler également avec plusieurs pays. Et j'ai pu visiter plusieurs pays dans le Maghreb, dont le Maroc. Et puis, c'est une histoire d'amour depuis ce temps-là. J'ai eu plusieurs fonctions par la suite, jusqu'en 2013. J'ai été député pendant 16 ans. Et en 2013, j'avais mal à Montréal et je trouvais que Montréal méritait mieux. Alors, j'ai décidé de me présenter. Je suis devenu maire de Montréal de 2013 à 2017. Mais pendant tout ce temps, toute cette belle diversité, cet amour que j'ai, notamment pour le Maghreb, parce qu'on dit le Maghreb, c'est là où le couscous arrête. Donc, le Québec est maghrébin, c'est sûr. Il y a un bon couscous au Québec. Oui. Alors, très certainement, j'ai pu travailler. J'ai plusieurs amis, évidemment, de la communauté marocaine et de la communauté maghrébine en général. Et puis, ce sens du devoir, ce don de soi, cette inspiration par la diversité, le fait que j'ai pu être sur le terrain, travailler à plusieurs niveaux et d'aider la communauté, Moi, je dis pas à Montréal, il y a des communautés, je dis il y a une communauté, c'est la communauté de tous. Et puis, on est tous des citoyens de première classe. J'ai eu des défis pendant ma vie qui m'ont permis justement de célébrer ce vivre ensemble et de le protéger. Et dans toute cette tumeur, tout ce qu'on entend, toute la torpeur que l'on vit depuis ces derniers temps, puis aussi même avec la pandémie, il faut être solidaire et cette solidarité demande un respect de la diversité et d'être sensible à cet effet. Alors,
pour moi, c'est un apprentissage continu. Hein? On disait toujours en politique, il n'y a pas de gros ministères, il n'y a que de petits ministres. Alors, c'est sûr qu'il faut travailler sur le terrain, être à l'écoute des gens, et puis je me sens très privilégié d'avoir pu servir et mon pays et surtout ma population. Et en vous regardant dans des émissions télévisées, en vous écoutant, on est sûr et certain que vous avez encore des choses à donner et ce n'est pas fini. On ne sait pas. Vous savez, il y a plusieurs façons de faire rayonner. Moi, j'ai eu encore une chance inouïe, même après la défaite, où j'ai eu, à cause de mon expérience sur la scène internationale, j'ai pu redonner au suivant également, et notamment avec la Fédération internationale automobile. Et encore là, le Maroc était au premier plan avec moi parce que je suis allé j'ai fait des événements, notamment un symposium en Afrique du Sud où on a parlé avec la Fédération automobile du Maroc. J'ai pu aussi travailler avec les gouvernements locaux. Il y a eu le fameux congrès de l'Africité à Marrakech. Donc, j'étais à Marrakech également. Il faisait très froid pour un mois de février. C'est pas normal, mais c'est pas grave. Les gens sont chaleureux. Mais j'ai toujours eu ce lien et cette facilité de servir. Puis, je dois vous avouer qu'il y a plusieurs façons de faire rayonner. Il y a plusieurs façons de faire rayonner sa ville, son pays, et puis très certainement de travailler pour améliorer la qualité de vie des gens. Donc, ça peut être dans une fonction élective, mais le communautaire, vous avez une association marocaine extraordinaire, là, mon frère Abdel Erzik de Montréal-Nord, ou bien Abdel Sari ou Rachid. On a plein de gens là, avec qui je peux me lier et qui, au fil des ans, m'ont accompagné ou que j'ai accompagné pour qu'on puisse améliorer la qualité de vie des gens. Donc, c'est sûr qu'on a un feu sacré en dedans de soi, ça fait partie de notre ADN, mais ce qui est important, là, c'est justement d'être à l'écoute et être à l'affût pour pouvoir continuer à donner un coup de main et être solidaire de la communauté. Avant qu'on commence notre entrevue, j'étais en train de parler avec les gens en la langue arabe. Okay. Parce que c'est pas juste des gens du Canada qui nous écoutent, c'est partout dans le monde. Et c'est beaucoup de Marocains depuis le Maroc. Et il y en a beaucoup de l'Italie, de la France, de l'Allemagne. Donc, la communauté marocaine, elle est vraiment partout. Et j'étais en train de dire que des fois, il y a des politiciens que tu écoutes une fois, deux fois, tu n'as plus envie de l'entendre parler. Et M. Denis Coderre, moi, ça fait 18 ans que je suis au Canada. J'ai voyagé partout dans les États-Unis et dans le Canada en tant que camionneur. Et toujours, je suis sur Radio-Canada. Je l'écoute depuis le matin jusqu'à la nuit. Et souvent, je vous ai entendu en 2001, en 2002, en 2003, et je continue à vous écouter en 2020 sur différentes émissions. Et je disais aux gens qui nous suivent, Monsieur Denis Coderre, tu ne vas jamais sentir que tu es tanné de l'entendre. À chaque fois, tu as envie de l'entendre encore beaucoup plus. Aussi, dans des émissions critiques comme l'émission à la semaine prochaine, quand vous étiez maire de Montréal, vous étiez toujours sujet de l'émission et ça me fait vraiment rire. Et puis, vous avez dit un jour, si jamais je ne reçois pas de critique, je me demande, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec la critique et vous apprenez de la critique. Oui. Moi, je pense que c'est gentil. Il faut dire que j'ai mon lot de caricatures. Hein? Alors, j'ai des murs remplis de caricatures. Il faut aimer rire de soi également, mais vous savez, quand on est en politique, on n'est pas là pour préparer la prochaine élection, on est là pour préparer la prochaine génération. Et bien souvent, c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui veut plaire à tout prix, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, si vous voulez plaire à tout prix, faites pas de la politique, là, vendez de la crème glacée. Alors, il faut avoir cette capacité de vouloir prendre des décisions, de les assumer pleinement. C'est pas toujours facile, les gens sont pas toujours contents, mais si on veut faire avancer les choses, il faut aussi apprendre à vivre avec cette critique. Évidemment, il y a de la critique constructive, il faut l'apprendre. Il y en a qui vont toujours dépasser les bornes, mais ça, c'est toujours une minorité. Mais je pense que tant et aussi longtemps, et je me suis toujours battu pour la démocratie, pour moi, il n'y avait rien de plus noble que d'avoir la confiance des gens. Donc, cette démocratie qui m'est chère,
c'est sûr qu'il faut aussi qu'on s'habitue à la dissidence. Je veux dire, le Maroc est un bel exemple. On est capable d'assumer cette dissidence, on est capable de se parler, on est capable de se dire, c'est pas parce qu'on n'est pas en désaccord avec toi que t'es pas mon frère ou ma sœur. Et puis, c'est du choc des idées jaillit la lumière. Donc, on a besoin de cette diversité d'esprit. On a besoin si on pensait tous pareil, les choses iraient bien. Là, ça serait inquiétant. Là, il faudrait être cynique. Alors, c'est sûr qu'on peut être en accord ou en désaccord, mais il faut toujours travailler pour faire avancer les choses. Et puis, si en plus, quand on est en démocratie, si les gens vont voter, ce pouvoir qu'on te prête, on te le donne pas, on te le prête. Donc, c'est un siège éjectable. Donc, moi, j'ai toujours dit que le peuple a toujours raison et que finalement, faut être humble. Et quand tu l'es plus, ben, tu payes pour. Alors, c'est sûr que c'est important qu'on puisse aussi être perméable face à cette critique. Puis, il faut pas jouer à la victime non plus, là. Évidemment, moi, j'ai toujours été plus un général dans les tranchées. J'étais pas quelqu'un qui était en arrière puis qui allait laisser les autres se battre. J'ai toujours aimé avoir les mains dedans, là. Pour moi, c'est important, là. J'aime le couscous, mais j'aime le faire aussi, là. Il faut qu'on ait cette capacité là, d'être dans la cuisine, là. Tu as eu la chance de le préparer un jour? Là, j'ai été un très bon goûteur. Non, je ne l'ai pas préparé, mais j'ai vu le préparer. Là. Moi, je servais le thé. Je suis très bon pour l'oxygénation du thé. Là. Je me rends jusqu'à la tasse. Là. Moi, je suis capable. Là. Puisque vous abordez le sujet de la cuisine, je me demande comment vous réussissez à rester comme ça aimable. Quel genre d'épices vous utilisez? Est-ce que vous utilisez des épices marocaines? C'est les portions. Non, mais c'est santé le Maroc, non? Alors, bien sûr, c'est très santé. C'est très santé. Non, je pense que c'est une question de discipline. Vous savez, bien souvent, chaque événement, chaque défi est une opportunité et est un outil de résilience. Alors, la première chose qu'on apprend, et c'est peut-être ça qui nous amène la maturité, c'est l'équilibre de vie. Donc, avoir un équilibre de vie, c'est que oui, il faut se donner à fond dans le travail et tout ça, mais on a une famille, il faut penser avant tout à soi. Et pour cette raison-là, il faut faire attention. Là. Si on veut avoir une bonne qualité de vie, il faut prendre soin de soi. Alors, évidemment, j'ai fait des excès gastronomiques pendant trop longtemps et à un moment donné, ben, tu te prends en main puis tu décides de rééquilibrer ta vie. Alors, moi, je l'ai fait non seulement par la nutrition, mais très certainement par l'exercice. Et puis, je suis pas juste un boxeur dans l'âme, je suis un boxeur dans l'arène également. Donc, évidemment, je fais de l'entraînement en ce sens. J'étais pas nécessairement un grand sportif à l'époque, mais j'avais un bon métabolisme. Et puis, quand tu as une idée en tête, moi, je vais jusqu'au bout. Je vais aller toujours au fond des choses. Donc, c'est la même chose pour le don de soi puis la prise en main de soi. Donc, j'ai perdu plus de 45 kilos. Hein? Alors, pour moi, 120 livres à peu près. Donc, j'ai travaillé pour mon propre mieux-être. Je suis un fils de menuisier. On juge une maison à sa fondation. Donc, si la fondation n'est pas solide, au premier coup de vent, ça va tomber. Alors, il faut s'assurer que la fondation soit solide. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est sûr et certain que ce n'est pas la fin, parce que peut-être cet échec, entre parenthèses, sur le plan de Montréal, peut-être ça vous a donné la chance de bien bâtir un nouveau Denis Coderre, qui va repartir à zéro. Il y a rien pour rien, Inch'Allah. Moi, je pense que la réalité, c'est que chaque épreuve est une opportunité. Chaque épreuve est une façon de faire le point, de faire une pause et de procéder à une introspection. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Il y a des échecs qui sont personnels, il y a des échecs qui sont durs, mais c'est toujours, pour moi, ces défis, c'est pas des échecs, c'est des opportunités qui me permettent justement, c'est un enseignement. En fait, c'est un enseignement. Et puis, cet enseignement-là te rend meilleur. Donc, tu te rends meilleur par ton entourage, par les gens que tu fréquentes, par les expériences de vie, par l'apprentissage que tu en fais. Parce que tu peux pas juste dire, j'ai vécu une expérience, puis faire comme si de rien n'était. Si parce que la guérison d'une maladie commence par la reconnaissance de la maladie. Donc, la mesure que tu le reconnais et que tu se dis, arrête de mettre ça sur la faute des autres et puis arrête de jouer à la victime, puis assume. Alors, c'est ça des leaders, t'assumes.
Alors, quand tu franchis le Rubicon, tu te dis, il y a une réalité, il y a quelque chose que tu as fait de pas correct, une confiance, ça se mérite. S'il y a des enjeux, peut-être il peut y avoir des incidents. Il ne faut pas non plus tomber dans la démesure, mais moi, je suis un extrémiste du centre. Alors, j'ai le cœur à gauche, portefeuille à droite. Le sens d'équilibre. C'est très canadien, j'ai le sens d'équilibre. Donc, c'est sûr que it takes two to tango. Si on veut avoir une bonne qualité de vie, il faut prendre soin de soi. Alors, évidemment, j'ai fait des excès gastronomiques pendant trop longtemps et à un moment donné, tu te prends en main puis tu décides de rééquilibrer ta vie. Alors, moi, je l'ai fait non seulement par la nutrition, mais très certainement par l'exercice. Et puis, je suis pas juste un boxeur dans l'âme, je suis un boxeur dans l'arène également. Donc, évidemment, je fais de l'entraînement en ce sens. J'étais pas nécessairement un grand sportif à l'époque, mais j'avais un bon métabolisme. Et puis, quand tu as une idée en tête, moi, je vais jusqu'au bout. Je vais aller toujours au fond des choses. Donc, c'est la même chose pour le don de soi puis la prise en main de soi. Donc, j'ai perdu plus de 45 kilos. Hein? Alors, pour moi, 120 livres à peu près. Donc, j'ai travaillé pour mon propre mieux-être. Je suis un fils de menuisier. On juge une maison à sa fondation. Donc, si la fondation n'est pas solide, au premier coup de vent, ça va tomber. Alors, il faut s'assurer que la fondation soit solide. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est sûr et certain que ce n'est pas la fin, parce que peut-être cet échec, entre parenthèses, sur le plan de Montréal, peut-être ça vous a donné la chance de bien bâtir un nouveau Denis Coderre qui va repartir à zéro. Il y a rien pour rien, Inch'Allah. Moi, je pense que la réalité, c'est que chaque épreuve est une opportunité. Chaque épreuve est une façon de faire le point, de faire une pause et de procéder à une introspection. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Il y a des échecs qui sont personnels, il y a des échecs qui sont durs, mais c'est toujours, pour moi, ces défis, c'est pas des échecs, c'est des opportunités qui me permettent justement, c'est un enseignement. En fait, c'est un enseignement. Et puis, cet enseignement-là te rend meilleur. Donc, tu te rends meilleur par ton entourage, par les gens que tu fréquentes, par les expériences de vie, par l'apprentissage que tu en fais. Parce que tu peux pas juste dire, j'ai vécu une expérience, puis faire comme si de rien n'était. Si parce que la guérison d'une maladie commence par la reconnaissance de la maladie. Donc, à mesure que tu le reconnais et que tu te dis, arrête de mettre ça sur la faute des autres et puis arrête de jouer à la victime, puis assume. Alors, c'est ça des leaders, t'assumes. Alors, quand tu franchis le Rubicon, tu dis, il y a une réalité, il y a quelque chose que tu as fait de pas correct, une confiance, ça se mérite. S'il y a des enjeux, peut-être il peut y avoir des incidents. Il ne faut pas non plus tomber dans la démesure, mais moi, je suis un extrémiste du centre. Alors, j'ai le cœur à gauche, portefeuille à droite. Le sens d'équilibre. C'est très canadien, j'ai le sens d'équilibre. Donc, c'est sûr que it takes two to tango. Alors, on a nécessairement une part des blancs, mais il faut avant tout l'assumer et le réaliser. OK. Parmi les réalisations dans votre poste de maire de Montréal, vous avez organisé une rencontre des maires des villes. Oui, oui. Ça a été un moment exceptionnel. Vous savez, Montréal, c'est une des plus belles villes du monde. Alors, évidemment, Casablanca, Marrakech et les autres vont se battre, là, mais je vous le dis, là, c'est Montréal, là, parce que c'est le Maghreb. Mais ce que je trouve exceptionnel, Montréal est une des 8 villes onusiennes. C'est une ville internationale. En 1642, lorsqu'on a créé Montréal, Paul Chomédé de Maisonneuve et Jeanne Mance, d'ailleurs, hein, quand il y a une femme, c'est sûr que ça va fonctionner. Et on a vraiment mis l'accent sur le vivre ensemble. Évidemment, moi, je suis catholique, donc dans ma religion, l'esprit communautaire de l'époque, c'était de s'assurer qu'on puisse créer un nouveau sens à la communauté. Mais ce sens de la communauté, puis c'est pas loin du Coran, c'est la même chose. Le Ramadan, c'est quoi? C'est l'introspection, c'est l'amour, c'est le partage. On épure son âme pour se réaliser pleinement. Donc, et les 10 prochains jours, c'est les plus importants. Là, donc, vous êtes dedans. Là. Donc, c'est le vivre ensemble. Et quand je suis... La beauté de ma carrière, et je remercie le ciel et je remercie ceux et celles qui m'ont fait confiance. Jean Chrétien m'a donné une série de portfolios qui m'a permis d'être une meilleure personne, qui m'a permis d'aller chercher une polyvalence
Et à cause que j'étais un individu de proximité, quand je suis devenu maire de Montréal, je ne regardais pas l'arbre, je regardais la forêt. Et regarder la forêt, ça veut dire c'est quoi le vivre ensemble. Et lorsque j'étais ministre de l'Immigration, j'avais un agenda d'ouverture, un agenda de vigilance, mais cet équilibre est important. Et moi, je pense sincèrement que vu que dans les 20 prochaines années, 70% de la population va se retrouver dans les villes, je crois sincèrement que l'avenir passe par les villes et que c'est pas une créature des provinces ou c'est pas une créature à la remorque d'un gouvernement national, c'est un gouvernement de proximité. Ça veut dire que c'est un outil de complémentarité essentiel. Et mon expérience comme ministre de la Francophonie, parce que j'étais ministre de la Francophonie, comme ministre, mais comme maire, je voulais à ce moment-là redonner force à cette école de pensée. Donc, on a créé la Déclaration de Montréal, on a fait ce congrès parce que j'étais membre de l'Association internationale des maires francophones. Je suis devenu président de Métropolis, qui est l'Association internationale des grandes métropoles et des grandes villes de plus d'1 million d'habitants. On a dit, on va réaliser le vivre ensemble. Et le Maroc a été vraiment aussi clé. On a travaillé très, très fortement, tant au niveau de la francophonie qu'au niveau de Métropolis et de cet agenda. Donc, Montréal est devenu le berceau du vivre ensemble parce que ça fait partie de l'ADN. La création de Montréal, la philosophie de Montréal, la vie montréalaise est incrustée de ce respect de la diversité et de ce respect du vivre ensemble. Alors, ça m'a permis de mettre à profit toute cette expérience du gouvernement canadien, notamment, puis de mes expériences personnelles, pour mettre de l'avant justement cet agenda. Et la Déclaration de Montréal, on a créé une organisation internationale virtuelle, un secrétariat du vivre ensemble, où on joignait le milieu universitaire, académique et le milieu des villes pour qu'on puisse partager. Et pour moi, il y a plusieurs Afriques, hein, mais l'Afrique est le parent pauvre de la planète trop souvent. Alors, le fait de travailler en ce sens, le fait d'avoir travaillé avec cette belle diversité, notamment la communauté maghrébine et marocaine, on a pu développer ce concept de diplomatie urbaine. Alors, on a créé ce nouveau concept de diplomatie urbaine où on a dit que sur le plan du changement climatique, sur la réalité environnementale, sur la réalité sociale, sur le vivre ensemble dans un contexte de protection, parce que le terrorisme, c'est pas l'œuvre d'une religion ou d'une communauté, c'est l'œuvre d'individus. Alors, si on est capable de se parler, on est capable à ce moment-là d'être un contrepoids, de faire partie de la solution et de travailler en complémentarité avec nos frères et sœurs des autres niveaux de gouvernement. Et ça a été probablement un des plus beaux legs et une des plus belles réalisations qui, depuis à Montréal, l'Expo 67 et les Olympiques, on a pu créer cette synergie internationale, ce mondialisme, ce multilatéralisme et ce multiculturalisme pour faire une différence dans la vie des gens. Et puis, je remercie Dieu de me donner cette force et cette capacité d'avoir été jusqu'au bout. Mais je remercie surtout les membres des communautés des grandes villes, notamment des villes du Maroc, qui ont été à l'avant-plan et à l'avant-scène, au premier plan, dans la première ligne quand on a créé la Déclaration de Montréal et ils étaient là pour signer. Alors, je me sens vraiment privilégié de pouvoir avoir cette capacité de servir et d'être un trait d'union. Et Montréal, pour moi, c'est pour ça que c'est une des plus belles villes, qui est unique. Cette unicité est rassembleuse. Et puis, je disais toujours à la blague, quand j'allais voir mes amis du Maghreb, notamment du Maroc ou d'Algérie, je leur disais, vous savez, la francophonie, le Canada n'a pas de contentieux historique. Quand on vous parle, on vous regarde dans les yeux. Alors, il n'y a pas de piédestal. Fait qu'on avait cette belle capacité de trait d'union et rassembleuse où tout le monde, économique ou politique, quand on a des messages à passer, quand il y a eu des actes de terrorisme où moi, j'ai dû, soit comme maire ou soit comme ministre, jouer un rôle et de passer des messages, quand on veut aller voir les leaders religieux, parce que dans le fond, c'est d'aller chercher les influenceurs ou les chefs de file qui permettent de passer des messages, comme par votre entremise aujourd'hui qui me permet de dire à quel point j'aime cette communauté, j'aime cette population et les amis qui s'y rattachent. C'est
c'est des services essentiels. Rachid est un service essentiel également. Donc, on a eu à négocier et à travailler ensemble pour aller chercher des gens, se rapprocher tant du pouvoir politique, pas pour s'arroger pour avoir accès ou passer des messages, puis d'avoir une capacité d'ouvrir des canaux. Et puis, mais sur le plan aussi communautaire, bon, quand on parle d'Abdel, de Rachid, on pense à Abdel Arzik, on pense à Abdel Sari, on pense à beaucoup de gens. Et puis, ben voilà. Alors, avec le roi. Et puis, pour moi, c'est des moments précieux. Des moments précieux, c'est d'avoir cette capacité de partager, mais c'est pas faire preuve d'ethnocentrisme. Donc, quand on travaille sur un dossier, on ne doit pas juste regarder ça avec les yeux des Canadiens. On doit aussi se mettre dans la peau de l'autre puis de le comprendre. Ça ne veut pas dire de faire des accommodements, ça ne veut pas dire s'assimiler ou d'édulcorer ce qu'on est. C'est d'aller chercher une certaine dose de compromis pour mieux comprendre l'autre puis se rejoindre à moitié chemin. Et puis, moi, c'est ce qui m'a permis d'être une meilleure personne, d'avoir des gens comme Abdel qui passe aussi des messages. Et puis, pas cette fois-ci, mais je peux vous dire qu'il a déjà passé des messages à votre humble serviteur, à son roi. Alors, c'est pour ça qu'à chaque fois que je le vois, je dis Allah el-Watan el-Malik. Voilà. J'ai annoncé ça hier sur ma page Facebook et j'ai beaucoup de commentaires des gens qui ne le croyaient pas. Je dis un ancien ministre, le maire, il nous parle, il nous dit Allah al-Watan al-Malik. Ouais, ben ça, c'est pour vous, hein? C'est pour vous dire que je vous connais, je vous comprends. Moi, quand j'avais été au Maroc la première fois, parce que j'étais un ministre qui travaillait trop, alors je me donnais un après-midi pour traverser les Atlas parce que je suis un maniaque de cinéma. Donc, je suis allé à Ouarzazate. Alors, pour moi, Ouarzazate, c'est le film Cléopâtre, c'est Gladiator et tout ça. Et puis, on passait devant la montagne où il y avait les inscriptions. Et c'est là la première fois que j'ai appris, bon, Dieu, l'État et le roi. Alors, voilà, c'est pour ça que, de temps en temps, pour faire plaisir, je vous le dis, c'est le motto de... C'est l'esprit, l'âme de ce merveilleux pays. Vous avez parlé tout à l'heure du consul de Montréal. J'aimerais l'ancien consul de Montréal, Mme Soraya Othmani, qui est aujourd'hui ambassadrice ben oui. À Ottawa. Un petit mot. Elle a toujours cru à cette diplomatie sous tous ses angles. Donc, tant au niveau de la diplomatie urbaine, mais je vous fais une confidence. Le premier événement que j'ai accepté après ma défaite comme maire en 2017, c'est lorsqu'elle m'a invité à Ottawa pour la fête du roi. Alors, ça a été un moment important. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour Madame l'ambassadrice, son excellence. C'est quelqu'un d'une grande loyauté, d'une grande intégrité. C'est quelqu'un qui, évidemment, travaille fortement, prêche pour sa paroisse, mais c'est quelqu'un qui crée des ponts et qui crée des liens et puis qui est vraiment digne de cette fonction. Et puis, je pense que non seulement c'est une femme exceptionnelle, ça démontre aussi l'importance des femmes au Maroc, mais elle est dans un poste important. Et puis, je pense qu'elle a débloqué beaucoup de dossiers par sa capacité, son savoir, son ouverture, cette sensibilité vers l'autre. Et puis, tant en matière économique, sociale, évidemment, on parle toujours de sécurité. Quand on a eu à travailler sur plusieurs dossiers ensemble, elle a toujours répondu présent, elle a toujours eu une oreille ouverte. Alors, on aime beaucoup l'avoir à ses côtés. On la salue, on salue M. Rzek, M. Najahi et tous les Marocains qui travaillent très fort pour que cette continue à bien vivre au Canada. Voilà. Et à un moment donné, quand vous étiez en train de répondre à l'une de mes questions, je suis allé très vite chercher une photo qui va vraiment vous plaire. On a parlé beaucoup du couscous et je vais vous laisser découvrir c'est quoi comme photo. Est-ce que vous connaissez le monsieur qui est juste à côté du couscous? Il est loin, là. Celui avec le chapeau? Non, le monsieur qui contrôle le couscous. C'est le roi Hassan II. Ben oui! Ah, c'est bon.
Magnifique. Ah, mais écoute, hein? Non, mais c'est pour ça que le couscous était bon. C'est parce qu'Hassan II s'en occupait. C'est ça. Voilà. Ça l'a inspiré quand il a bâti la grande mosquée. C'est magnifique. Là. C'est bon. Non, ben, c'est pour ça que c'est un couscous royal, non? C'est ça. C'est pour ça que c'est royal. Monsieur Denis Coderre, on va retourner à cette amitié avec la communauté marocaine et vous avez assisté à toutes les occasions de iftar pendant 17 ans, je pense. Ouais. Ça fait quoi pour vous, en tant que ministre, en tant que maire de Montréal, d'être présent avec la communauté dans des moments spirituels comme ça? Pour moi c'est un moment privilégié parce que cet esprit de famille, cet esprit de partage, cet esprit de ressourcement, et à chacun sa religion, c'est vraiment cette introspection, mais le fait de dire « je t'invite, tu es à ma table », c'est un moment important parce que tu n'invites pas n'importe qui à ta table. Bien sûr. Il y a un élément de confiance, il y a un élément de... Ce partage-là, ça fait œuvre d'une grande sensibilité où on va vers l'autre, mais également on se dit, je veux savoir, je veux en apprendre plus de toi. Et puis, les iftars de mon ami Rachid d'Atlas, on rendait hommage aussi à plusieurs personnes. Donc, on avait cette opportunité. Évidemment, je dis toujours à la blague, il y a plus de politiciens quand tu as des élections. Moi, j'y allais pareil. Puis j'avais ma bonne amie Annie Sanson et les autres qui étaient là. Mais pour moi, c'était beaucoup plus que juste de faire un discours, mais c'était de se dire, bon, je suis toujours avec vous, vous m'acceptez toujours, on travaille ensemble. Il y a des choses auxquelles, des fois, moi, j'ai toujours dit ce que je pensais. Fait qu'il y a des choses, je n'étais pas d'accord, je le disais. Mais c'était toujours dans le respect. Et puis, le ramadan, c'est comme notre jeûne. Hein? En quelque part, pour ceux qui y croient, c'est un moment unique, seul avec son Dieu ou seul avec soi-même, qui te permet de faire le point sur ta vie, de faire le point sur ta famille, sur ta propre personne, comment tu es avec les autres. Et quand il y a un cumul de tous ces gens-là ensemble, c'est plus qu'un repas. Il y a une belle symbiose, une belle synergie avec l'ensemble des joueurs qui te permet de redonner un sens encore plus particulier au partage. Il y a un mois, à peu près, ou un mois et demi, nous étions à Ottawa pour interviewer un colonel majeur. Et je lui ai posé la question, c'était quoi le meilleur moment de ta visite? Qu'est-ce que tu gardes comme image du Maroc? Il m'a dit, j'ai toujours vu ces chèvres qui grimpent les arbres et qui vont jusqu'au bout. Je me suis toujours demandé comment ils font. Il m'a dit, on était dans l'autobus et j'ai demandé au chauffeur d'arrêter. J'ai demandé aux gens qui sont avec nous, qui sont responsables de notre présence là-bas, de nous donner la chance d'aller voir ce spectacle. Pour vous, toutes ces visites... Même les chèvres ont du caractère chez vous. C'est pour ça. Bien sûr. Allez, Théo. Mais c'est une symbolique. Hein? On est très fiers des Atlas. Cette symbolique, c'est ça la beauté du Maroc. Hein? Il y a la mer, il y a le désert, il y a la montagne. Et cette pluralité, elle est presque philosophique. Donc, le fait de voir l'histoire, d'humer cette atmosphère, cet environnement. Bon, on parlait des chèvres, évidemment, ça frappe l'imaginaire. Mais un bon thé à Marrakech, près du souk, hein, avec les charmeurs et tout, là, il y a quelque chose de spécial là-dedans aussi, ou la palmarès. Alors, et moi, je suis un féru d'histoire, et puis évidemment, les guerres puniques et tout ça, et puis, donc, de revivre et de se dire qu'à travers le temps, le Maroc a survécu. C'était pas évident là, pendant la deuxième grande guerre non plus. Là, hein? Il y a des événements, il y a des éléments qui font que chaque peuple a vécu sa propre résilience. Et puis, l'être humain est fort et puis a cette capacité de survie. Et puis, ça se transcende par plusieurs choses. Et quand on voit toute cette
cette belle culture andalouse, cette belle culture et tout ce qu'on voit au niveau de l'art, le cinéma et tout ça, cette gastronomie, c'est en fait, c'est quoi? Et puis, vous avez une communauté juive. Hein, faut le dire, là. Veut dire, cette communauté juive également. Non, ça, c'est important, les synagogues et tout ça. Donc, ce pluralisme qui est imprégné de respect, bon, on a tous nos défis, puis il y a tous des réalités auxquelles vous êtes confrontés, puis qu'on est tous confrontés, mais c'est très évocateur de la force d'un peuple. Et puis, le peuple qui accepte la différence et puis qui est capable de vivre pleinement ses valeurs, qui lui permet d'aller de l'avant, ben ça démontre qu'on est un grand peuple également. Donc, ça peut se réaliser ou ça peut se transcender ou ça peut se retrouver à partir soit d'un tableau, soit d'une chèvre qui grimpe une montagne, mais c'est très fort en symbolisme et ce symbolisme-là est très déterminant dans la définition même d'un peuple. Je viens de recevoir une photo d'un ami qui me demande de vous la montrer. Ah ah! Je te mègue, hein? C'était notre ancien ambassadeur à Montréal. Oui. Donc, vous avez des souvenirs avec les citoyens, avec les représentants du roi, les représentants du peuple. Je vous l'avoue, c'est une histoire d'amour. Voilà, c'est fait. Ah. Non, mais j'ai toujours trouvé, j'ai adoré toujours cette chaleur, moi, j'apprends beaucoup des autres. Et puis, le fait d'avoir de ces hommes et de ces femmes qui, à travers le temps, lorsqu'on a partagé tant des moments de bonheur où on a vécu de l'adversité ensemble, c'est dans l'adversité que tu vois tes vrais amis. Hein? Et puis, j'ai toujours été très, très fier de cette relation privilégiée que j'ai eue avec le Maroc et les Marocaines, les Marocains, et puis par ces gouvernants, par ces gens qui avaient des positions tant décisionnelles que communautaires que culturelles. Et puis, à chaque fois, on parlait de mon frère Zik. Chaque fois que, par exemple, à la prière du vendredi, il y avait un rassemblement et puis après la prière, pas juste pour des fins électorales, là, on avait un message à passer puis on voulait s'assurer que non seulement on avait quelque chose à dire, mais on voulait entendre également de vive voix ces hommes et ces femmes. Je pense que c'était aussi important. Alors, ça démontre la profondeur de la relation aussi. Puis, je me sens vraiment encore une fois privilégié et honoré que cette population, ces gens ont traversé mon chemin. On va finir avec un point qui est très, très partagé par la communauté marocaine au Canada. On voit le roi du Maroc visiter plusieurs pays, notamment la France, les États-Unis. On le voit dans des bains de foule géants dans des pays européens, mais on ne l'a jamais vu au Canada. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Peut-être ça prend une initiative de la part du gouvernement fédéral. Peut-être. On va parler au premier ministre actuel, M. Trudeau. Justin est très proche. C'est la raison pour laquelle je. C'est pas une question, c'est pas une question, c'est un service que vous me demandez là. C'est ça, c'est un service. Mais étant donné on peut passer les messages. On sait pas si ça va, on sait que ça va se rendre, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec. Mais non, c'est vrai, ça, c'est triste. Donc, étant donné votre relation très étroite avec M. Justin Trudeau, je pense que ça serait une idée peut-être juste de la lancer comme ça, juste une idée pourquoi est-ce qu'on n'a jamais reçu le roi du Maroc ici. Ben, on pourrait peut-être le rencontrer virtuellement comme on le fait là, parce qu'avec la pandémie, évidemment, on va sauver la vie de tout le monde, on va travailler pour le vaccin, pour la paix, ben oui. Mais non, je pense que le Canada, c'est la francophonie. Le Maroc, c'est la francophonie. Vous savez que le Canada a toujours été très sensible à la question africaine. On est très, très proche. Et puis, la situation méditerranéenne, toute la question des migrations, il y a des enjeux qui sont importants. Et puis, je pense qu'on a toujours eu cette ouverture. Alors,
on peut rien promettre, mais on peut passer des messages. Mais là, évidemment, les priorités pour l'instant, c'est vraiment la pandémie, mais je pense qu'on est capable de se parler. Et surtout que on a vraiment un extraordinaire ministre des Affaires étrangères, hein, François-Philippe Champagne, qui est un bon ami. Ben oui. On va tous au Maroc. Il faut aller au Maroc. Canada, ça va au Maroc. C'est l'extension. Mais certainement, M. Champagne peut jouer un rôle aussi, étant au niveau de la francophonie. C'est-tu Mme Bibeau encore qui est la ministre de la francophonie? Mais en tout cas, avec M. Champagne, c'est sûr qu'on pourrait faire quelque chose dans ce sens. On peut compter sur vous, M. Denis Coderre. Vous parlez avec qui vous C'est très marocain, ça. Hein? On me donne, hein? on me dit, vas-y, allez, bonne chance. Monsieur Denis Coderre, c'est vraiment un grand plaisir. Puis on peut passer le reste des jours à vous parler. On ne va jamais être tanné de vous écouter. On vous laisse dans un mot de fin pour clôturer cette belle discussion. Ben, la première des choses, c'est peut-être pour nos frères et sœurs qui font le ramadan présentement, d'avoir une pensée pour les victimes, d'avoir une pensée pour nos aînés, d'avoir une pensée pour ceux et celles qui sont, comme la plupart d'entre vous, des travailleurs de santé qui sont à la première ligne, mais c'est pas juste les travailleurs de santé, c'est ceux qui font un travail soit dans les épiceries, qui travaillent pour des mesures sanitaires. Je pense que c'est universel. On doit protéger notre planète, on doit protéger nos êtres chers. Et puis, prenons ce moment de recueillement pour s'assurer que tout le monde puisse se protéger. Je veux vous dire à quel point que je vous aime, que je vous remercie d'être dans ma vie, que au fil des ans, au fil des gens que j'ai rencontrés, puis j'en ai parlé beaucoup aujourd'hui, puis j'aurais pu en nommer d'autres, mais si je vous ai oublié, je m'excuse, c'est pas un oubli, c'est pas volontaire, mais j'ai toujours apprécié cette relation que je veux privilégier. Et puis, merci d'être dans ma vie. Merci de m'aider à être une meilleure personne. Et puis, c'est quand on a le don de soi, mais quand on a cette sensibilité vers l'autre et qu'on apprend des autres, qu'on devient une meilleure personne. Alors, merci beaucoup, Abderrahmane, pour m'avoir donné cette capacité de parler directement aux gens. Bravo pour votre travail. Bravo pour cette magnifique initiative. Et puis, c'est important ce que vous faites parce que on passe des messages, hein. Et avec le monde qu'on connaît présentement, on a besoin d'avoir ces micros, on a besoin d'avoir ces canaux qui vont nous permettre de dire à quel point il est important de prendre soin de soi. Il est important de respecter l'autre, que c'est pas parce qu'on pense pas la même chose que l'autre est mauvais, que si le Coran est amour, ben il faut l'assumer et l'appliquer. Et puis peut-être que je voudrais vous rappeler quand même les 3 règles. Il faut rester toujours à 2 mètres de distance. Il faut tousser dans le coude. Il faut se laver les mains. Et moi, je suis pour le port du masque obligatoire, notamment dans les transports en commun. Mais je pense que plus... Vous savez pourquoi qu'on a une bouche et 2 oreilles? C'est parce qu'il faut écouter 2 fois plus qu'il faut parler. Donc, j'ai pas eu de l'air d'écouter aujourd'hui, mais je vous ai entendu. Mais merci encore de me donner cette chance. Est-ce que, avant de vous laisser partir, est-ce qu'on peut s'attendre à Denis Coderre, nouveau maire de Montréal à nouveau, avec un oui ou un non? Je suis pas là encore. J'ai encore des choses à régler. Alors, ceux qui sont là doivent faire ce qu'ils ont à faire et puis on verra dans le temps comme dans le temps, mais je suis pas là encore. Parfait. Merci beaucoup, M. Denis Coderre. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Donc, comme vous avez vu, l'ancien ministre, l'ancien maire, l'ancien politicien qui nous a donné 1 heure de son temps et on est très, très ravis et très contents de l'avoir passé avec lui. إذن إلى هنا تنتهي هذه الحلقة التي كانت حلقة ممتعة وكما قلت لكم من قبل وعدتكم أنها ستكون حلقة